Place à notre débat du 64 minutes. Ce soir, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous, les ovnis et les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il y a quelques jours, les États-Unis ont rendu public 160 documents inédits à propos des ovnis. C'était une demande de Donald Trump, des documents qui relancent aujourd'hui les spéculations, tant ces phénomènes nourrissent l'imaginaire collectif depuis des décennies. Pour aller plus loin, 3 invités spécialistes du sujet dans ce débat. Tout d'abord, Sylvain Maisonneuve, ancien conseiller ministériel et auteur du livre OVNI, l'enquête déclassifiée. C'est aux éditions Albin Michel. Bonsoir Sylvain Maisonneuve. Également avec nous Frédéric Courtade, directeur du GEPAN, groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et en plateau, à mes côtés, Jacqueline, ancien pilote de chasse et pilote chez Air Inter. Bonsoir Jacqueline et merci d'être l'invité de ce débat. Mais avant d'en parler ensemble, revenons tout d'abord à cette actualité américaine, ces dizaines de documents déclassifiés. On voit cela avec Florent Krebseg. Ces images publiées la semaine dernière montrent des phénomènes et des objets dont l'origine reste inconnue. Cette initiative de déclassification voulue par Donald Trump ne prouve donc rien. Tout s'est emballé il y a 3 mois. Après la diffusion de ce podcast dans lequel Barack Obama livrait ses réflexions sur la politique et les États-Unis, quand est tombée cette question. Les extraterrestres existent ? Ils existent, mais je ne les ai jamais vus. Les extraterrestres existent donc. Un ex-président des États-Unis le dit. Aurait-il eu des accès à des preuves? Quelques heures plus tard, les journalistes ont donc sollicité l'avis de l'actuel locataire du bureau ovale. Il a divulgué des informations classifiées. Il n'était pas censé faire ça. Donald Trump affirme tranquillement aux journalistes qu'il existe donc des informations secrètes relatives à l'existence d'extraterrestres. Un mois plus tard, le vice-président américain est à son tour invité à s'exprimer sur la question. Et là, ça devient inquiétant. Je suis obsédé par les ovnis. Je pense qu'il existe des êtres célestes qui volent dans les airs et font des choses étranges aux gens. Il y a ici-bas une part de mal et je pense que l'une des grandes ruses du diable est de faire penser qu'il n'existe pas. Entre la possibilité d'une vie extraterrestre et une certitude, ou encore une manifestation de Satan, il y a plus qu'un pas. Plus sérieusement, il y a 2 ans, le bureau du Pentagone, spécialisé dans la question des ovnis, avait déclaré n'avoir aucun élément qui permettrait de conclure que certains phénomènes anormaux non identifiés seraient d'origine extraterrestre, ou que le gouvernement américain dissimulerait de telles preuves. Et pour commenter, Frédéric Courtade, je voulais vous poser la première question. Le site en question a reçu des centaines de millions de visites en quelques jours, preuve de la fascination pour ces phénomènes. Là, on n'est plus dans l'ordre du fantasme justement, mais il n'y a pas vraiment de grandes révélations. Est-ce que c'est exagéré de dire que l'on n'y apprend rien dans ces documents déclassifiés ? Disons que ces documents ont déjà été étudiés par des personnels compétents donc aux États-Unis et je dirais la façon dont c'est divulgué, notamment les photos et les vidéos, voilà, elles sont, je dirais, un petit peu dénaturées du point de vue de leur qualité et de ce que l'on pourrait en tirer au niveau d'une enquête que l'on pourrait mener nous au GEPAN et je dirais voilà, donc je sais pas, j'ai eu beaucoup de ces photos, de ces vidéos que j'ai pu voir, bien sûr, hein, sont issues d'instruments militaires ou scientifiques. Donc, je dirais, tout ça a dû être exploité par les gens qui connaissent très bien les instruments et la façon dont ont été prises ces vidéos. Et ça nous est difficile, nous, après, de donner un avis sur ce qui est relaté. Sylvain Maisonneuve, vous qui avez écrit le livre OVNI, l'enquête déclassifiée, j'imagine que cette actualité a dû vous intéresser, mais il faut le dire, hein, les OVNIs, c'est un phénomène ancien qui est débattu depuis 1947. Ça fascine, ça interroge, mais notre approche de tout cela, de ces phénomènes, elle a évolué au fil du temps. Oui, absolument. Il y a eu plusieurs moments en réalité dans la manière dont on a traité le phénomène, que ce soit dans l'opinion publique ou au niveau plus politique. Le premier, c'est effectivement lorsque le phénomène est vraiment rentré dans le débat public, c'est-à-dire lors de la première vague d'observation de 1947, dans lequel il y a eu énormément d'interrogations et d'inquiétudes, y compris de la part des autorités, pour des survols d'objets au-dessus du territoire national
alors même que 1947, c'est aussi le début de ce qu'on a appelé alors, c'est la première fois que les termes ont été employés, la guerre froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années qui suivent, il y a des opérations qui sont menées, y compris par les autorités américaines, pour que le sujet, qui était un sujet stratégique, ne soit plus débattu, ou tout du moins pas dans la même tonalité, et quitte la sphère du débat public pour entrer dans celle de la pop culture ou du complotisme ou des dérives sectaires. Puisqu'évidemment le sujet attire aussi beaucoup de fantaisie, des canulars et ainsi de suite, si bien qu'il est devenu totalement radioactif, alors que par ailleurs, il y avait des centaines de cas, des milliers même plus précisément, qui continuaient à alimenter, qui provenaient aussi bien d'autorités civiles que militaires. Et puis enfin, troisième séquence, c'est celle qui est ouverte depuis 2017, dans laquelle on a eu en fait des révélations qui ont été faites par vos confrères de New York Times et de Politico, dans lequel on a eu des vidéos filmées par des avions de chasse, et en l'occurrence par des F-18, plus exactement par les systèmes optroniques embarqués sur ces avions, donc des vidéos infrarouges, accompagnées de témoignages des pilotes, dont dans un cas des pilotes qui ont vu directement les objets en question, avec des caractéristiques qui dépassent aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on sait de manière publique, les capacités de nos avions actuels. Et donc, tout cela a provoqué une forme de retour de balancier, puisque c'était circulé, il n'y a rien à voir, et on se rend compte qu'en fait, la question est beaucoup plus complexe que ça. Et qu'aujourd'hui, on est dans cette phase-là, tout à fait. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on a envie d'avoir des explications. Justement, vous parliez, Sylvain Maisonneuve, de ces pilotes de chasse qui ont donné leur témoignage. On en a un sur notre plateau, c'est Jacques Crine. Vous-même, vous êtes ancien pilote de chasse dans l'armée de l'air, et vous dites avoir fait la rencontre d'un objet volant non identifié lors d'une patrouille à bord de votre avion. C'était dans les années 70 ? 73. Mais vous avez attendu d'être à la retraite pour témoigner. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, je veux dire, comme la mission, hein, c'était la guerre froide, et on s'entraînait, on avait les numérages, on s'entraînait à faire des rassemblements de nuit. Hein, un espace aérien de tous les pays, on ne peut pas le traverser, on ne peut pas l'occuper sans être identifié. Et nous, on était avec deux mirages, on s'entraînait à s'intercepter alternativement l'un sur l'autre de nuit. Alors le rassemblement de nuit à l'époque était assez... Mais l'épreuve, c'est qu'on arrivait avec le radar poussé par le sol, le radar de bord, et on terminait à vue. Là, j'étais target. Bon, on regarde le ciel. Hein. La première chose d'un pilote de chasse, c'est de regarder le ciel, malgré tout. Et je voyais un trafic qui n'avait rien à faire là. Je signale donc au contrôleur, qui me dit, moi, je vois tout le monde, je vous vois vous, mais vous, je ne vois pas. Donc à ce moment-là, on rassemble, on se transforme en police du ciel, on fonce dessus. Et au moment où cet objet volant non identifié a dû être menaçant pour lui, il disparaît, vitesse de l'éclair, comme des films vitesse lumière. Et qu'est-ce qu'on vous a dit après ? J'imagine que vous avez raconté l'histoire à vos supérieurs. Alors justement, on s'est fait 3 passes, on a vu cette affaire-là 3 fois, qui est venu nous voir, avec des performances que moi je ne connais pas encore dans l'aviation actuelle. Et bon, l'ambiance à l'époque était quand même assez pointue. Et au moment où on se repose de nuit avec mon collègue, j'étais chef de patrouille, normalement on devait débriefer avec le contrôleur aussi au sol, hein, c'est une grande émission. Lui, il était parti parce qu'il avait un problème familial, je crois, il avait été obligé de partir, donc on n'a pas débriefé. Et là, je regarde mon camarade, alors les militaires maintenant diraient peut-être, j'ai dit, écoute, bon, on ne peut pas débriefer, on verra demain si on nous demande quelque chose ou quoi que ce soit. Puis le lendemain, la routine a continué. Et puis j'ai dit, bon, bah, écoute, parce que vu l'ambiance qu'il y avait, si je disais soit on est au secret, soit on est chez le psy, qu'on mettait à 6 heures de on pouvait vous envoyer chez le psy lorsque vous... À l'époque, c'était quand même pointu. Hein, je veux dire, c'est toujours pareil, parce que il n'y a qu'à voir encore maintenant, est-ce que les gens... heureusement, on était 2 dans 2 avions différents. Donc on ne peut pas dire qu'on avait des phénomènes d'oxygène ou je dirais d'ivresse du vol à 45 pieds, etc. Donc effectivement, on aurait pu. À l'époque, c'était un peu l'ambiance quand même. C'était un peu l'ambiance. Ça a changé hein, depuis. Justement, on va voir avec Frédéric Courtade. Je le disais, vous êtes directeur du GEPAN, c'est le groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et vous, au sein de ce groupe d'études, vous voyez justement des vidéos, vous analysez des vidéos. On en a sélectionné une justement pour que vous nous l'expliquiez. Frédéric Courtade, je pense qu'on va la lancer en régie dans quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à écouter et à étudier tous les témoignages? Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de cette vidéo qu'on a sélectionnée avec vous?
Oui, donc ça c'est une vidéo qui nous a été fournie par un témoin, hein, c'est filmé au sol, donc c'est pas depuis un aéronef. Hein. On se trouve dans l'est de la France, on est en novembre en 2021 et les gens, en fait, ils filment ça dans leur horizon. Le soleil vient de se coucher à l'ouest et ils sont très étonnés. Donc, bien sûr, nous aussi, on est assez étonnés à l'époque. On ne comprend pas non plus l'ICO, hein, ce que les gens ont filmé. Donc, on a déployé toute une méthodologie d'enquête qui est habituelle chez nous, avec notamment la sollicitation du Centre opérationnel de surveillance de l'espace du CNES, qui nous permet nous a permis d'identifier qu'à ce moment-là, au niveau du ciel de l'est de la France, se trouvait donc un lanceur de la société SpaceX, un Falcon 9, qui était en phase de déploiement de ses satellites, et la manœuvre qui est visualisée ici par les témoins, c'est la passivation, c'est-à-dire la vidange des réservoirs du deuxième étage du lanceur, en fait. Donc, on évacue dans l'espace, par mesure de sécurité, avant qu'il rentre dans l'atmosphère, les reliquats de carburant. Et dans ce cadre-là, c'est de l'oxygène liquide et du kérosène liquide. Et donc, par une configuration très spécifique, le soleil qui est couché pour l'observateur, il vient donc illuminer ce brouillard, hein, qui donne cet aspect de halo, hein, qui est beaucoup plus impressionnant lorsqu'on le voit que le rendu qui est fait sur cette vidéo. Et je dirais ce phénomène qui à l'époque était nouveau, hein, puisque SpaceX commençait à déployer ses lanceurs et sa méga constellation Starlink notamment, est devenu assez fréquent. Et lorsque ça se passe sur le ciel de la France, on arrive à donner une explication assez facile, et puisque une note technique a été publiée sur le site du GEPAN permettant d'expliquer ce phénomène-là. Frédéric Courtade, combien de temps, en un mot, hein, rapidement, combien ça vous prend justement ces témoignages et les enquêtes autour de ces témoignages, et combien aboutissent au final ? En fait, c'est très variable. Donc, on reçoit beaucoup de signalements. On reçoit environ 1200 signalements par an. Donc, on a déjà, nous, je dirais, une sélection en interne. Enfin, une sélection, je dirais. Il y a des cas que l'on arrive à expliquer assez facilement, je dirais, avec des enquêtes rapides. Et je dirais, c'est 9/10 des signalements que l'on reçoit. Et je dirais, on va diligenter entre 80 et 120 enquêtes qui sont réalisées par notre pool d'enquêteurs et par l'enquêteur du GEPAN. Et la durée, c'est variable. Hein. Je dirais, c'est de quelques semaines à plusieurs années, hein, lorsque le cas est un petit peu compliqué, lorsque le témoin est difficile à joindre, lorsqu'on patauge un petit peu au niveau des hypothèses. Et in fine, on rend, nous, une conclusion, hein, entre un phénomène que l'on arrive parfaitement à identifier, un phénomène que l'on identifie très probablement, un phénomène que l'on n'arrive pas à identifier par manque d'informations, et les phénomènes que l'on considère non identifiés après enquête complète, donc qui sont, je dirais, environ 3%, entre 3 et 4% des cas que l'on enquête actuellement. Jacqueline, est-ce que vous avez échangé, vous de votre côté, avec d'autres pilotes, avec d'autres spécialistes, bien sûr. Et est-ce qu'eux-mêmes vous ont dit, j'ai également, comme vous, vu des choses? Je peux vous dire, il y a beaucoup d'observations, ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque ça confirme une autre dimension peut-être du spatial. Alors maintenant, il y a tellement de sujets, de théories qui sont faites, qui sont peut-être bonnes, mauvaises, etc. Mais je dis que ça correspond quand même à une préoccupation de la nature humaine. Et les politiques l'utilisent en général quand ça les intéresse. Ils les mettent de côté. Et là, quand on veut faire... Les Américains sont très forts là-dessus, c'est que ça permet... Il y a des problèmes actuellement avec les guerres qu'il y a, ça permet de détourner un peu l'opinion publique, parce que c'est une préoccupation, je dirais, de l'humanité. Vous avez subi des pressions, vous, à l'époque, lorsque vous avez voulu témoigner? Non, pas franchement. Moi, ça, c'est... Vous me parliez tout à l'heure, si je n'avais pas témoigné tout de suite, c'est parce que pour l'occasion, ne s'est pas présenté. Mais après, j'avais un ami qui était un journaliste que j'emmenais en meeting aérien, qui devenait à VSD, il devenait le spécialiste d'aéronautique. Il me dit, Jacques, je suis en train de traiter un sujet sur les ovnis. Donc j'ai dit, moi, je vais t'en raconter une bonne. C'est à partir de là, si vous voulez, que j'étais témoigné plusieurs fois. Et c'est vrai que l'humanité s'interroge. Alors, la deuxième hémisphère cérébral qui est dans la sécurité, l'autre la peur. Et là, il y a tellement de gens, d'ailleurs, qui sont petits, etc. Il y a des cerveaux humains qui sont peut-être en avance sur nous, pour la perception d'une autre dimension.
et qui sont en contact avec eux. Il y a plein de... Moi, j'ai vu d'autres témoignages également, enfin d'autres témoignages, j'ai vu aussi d'autres phénomènes. Bon, dans ma culture de pilote, ce que j'ai vu ne correspond pas du tout à ce qu'on est capable de faire, et pourtant on fait des progrès dans l'aéronautique. On balance des choses dans l'univers qui vont très fort. Ça, c'était autre chose. Et je veux dire, la complexion, pareil, le patron du GEPAN, etc., c'est que tant qu'on n'aura pas serré la main, je vais te dire, à une soucoupe qui sera posée dans les jardins publics. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demeure quand même assez extraordinaire. C'est une autre dimension. Je dirais c'est une autre dimension de la conscience. C'est une autre dimension. Écoutez, imaginez un Gaulois qui est dans son tête, un Gaulois à l'époque des Gaulois qui voit passer un Blériot. Qu'est-ce qu'il va penser avec sa culture de l'époque? Ça va être le diable. Nous, on a naturellement fait des progrès, si vous voulez, de perception, mais on n'a pas encore toutes les explications. Sylvain Maisonneuve, je voulais vous donner le mot de la fin. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'assister à l'un des plus grands bouleversements de notre histoire avec ces documents déclassifiés, si un jour on arrive à découvrir qu'il y a quelque chose, peut-être dans l'espace, d'autres dans un autre univers, est-ce que là, ce serait l'un des plus grands bouleversements de l'histoire? Ou c'est pas pour tout de suite? Alors là, la publication qui a été faite, c'est une première vague. C'était un engagement de campagne de Donald Trump, mais il y avait eu avant des publications faites sous l'administration Biden, donc c'est pas un sujet qui est républicain ou trumpiste spécifiquement, c'est tout à fait transpartisan. Et par ailleurs, c'est pas étudié du point de vue politique. Il y a aussi des chercheurs de Stanford, de Harvard, etc. qui se penchent dessus, y compris sur les aspects impact sociologique que vous évoquez. Il y a même un cabinet de conseil qui, le mois dernier, a publié une analyse sur que donnerait une divulgation des États-Unis avec effectivement des révélations de l'ampleur dont vous parlez. Je veux juste dire un point, si vous me le permettez. Il nous reste 30 secondes, donc pour conclure, effectivement. Il faut bien distinguer sur le sujet OVNI deux cas. Il y a le premier qui est effectivement lorsque c'est équivoque, et le GEPAN travaille notamment là-dessus, ça peut être la Station Spatiale Internationale, Starlink et autres, et il y a quand même des dizaines, sinon des centaines de cas qui, eux, sont équivoques, mais pas parce qu'on manque de données, mais parce qu'on a des comportements spectaculaires, des capacités technologiques qu'on ne sait pas expliquer. Et ça, on verra lors des prochaines vagues de publication. On sait qu'il y a du matériel en clair, des images apparemment aussi en haute résolution, et c'est là où véritablement on pourrait trouver des possibilités d'évolution majeure du sujet, parce qu'on est d'abord des êtres visuels, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir pour essayer de comprendre. Et on suivra ça, bien entendu. Merci beaucoup, Sylvain Maisonneuve. Merci, Frédéric Courtade. Et merci à vous, Jacqueline, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous.